suis Anne Randall. Je suis animatrice de ce webinaire et directrice du département filière et transition alimentaire au sein d'AgroBio 35. Je suis accompagnée de mon collègue Quentin Vazeille qui est là et qui est chargé de développement territorial. Et à nos côtés, on a pour intervenir dans ce webinaire Elsa Chanel, directrice de la FRAB, la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne. Donc, si vous êtes présent à ce webinaire, c'est qu'il ne vous a pas échappé que l'agriculture bio vivait des moments difficiles depuis 1 à 2 ans. En Ille-et-Vilaine, la bio, ça représente 1000 fermes qui sont en agriculture biologique, soit presque 14% des fermes du territoire. Et c'est aussi un levier pour les installations agricoles, parce qu'on a quand même 40% des installations aidées qui sont en bio. Et il faut penser aussi à l'aval, c'est aussi de nombreux maillons de la chaîne alimentaire, que ce soit des magasins, des artisans, des transformateurs, des distributeurs. Je rappelle aussi qu'au niveau français, on a un objectif de 18% de la surface cultivée en bio pour 2027, alors qu'on en est à 10,7% au niveau français et qu'au niveau européen, on a même un objectif encore plus grand d'un quart des surfaces en bio dans le cadre de la stratégie de la ferme à la fourchette. Donc pour atteindre cet objectif, au vu de la situation actuelle, on a un enjeu qui est fort et on va le voir tout au long de ce webinaire qui passe par nos assiettes. Et c'est vrai que ce recul de la consommation bio, c'est un vrai challenge pour nous qui nous a surpris un peu tous à la sortie du Covid, mais Elsa va vous en parler plus longuement. Donc, on a souhaité organiser ce webinaire pour vous donner un peu plus d'éléments de compréhension parce que c'est une crise complexe avec des éléments à la fois conjoncturels et structurels. Et puis aussi pour voir comment, avec vous, les pouvoirs publics, les collectivités locales et puis d'autres acteurs, parce que je sais qu'il y a d'autres participants autour de la table, comment on peut agir pour que la bio s'en sorte mieux et plus fort. Je vais prendre 2 minutes pour vous représenter AgroBio 35 pour ceux qui ne nous connaissent pas. C'est le groupement des agriculteurs et des agricultrices bio d'Ille-et-Vilaine. On est une organisation qui œuvre depuis 30 ans sur le territoire à la transition agricole et alimentaire et on est expert de l'agriculture biologique. On a 500 adhérents et une équipe de 25 salariés. C'est majoritairement des techniciens et des conseillers terrain et qui ont des activités qui vont du champ à l'assiette. Je ne vais pas les détailler ici. Euh, 2, 3 mots d'usage pour l'usage du webinaire, mais vous devez avoir l'habitude. On va passer 1 heure et demie ensemble. On s'arrêtera à 15h30. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à le faire dans le chat. On a 2 temps prévus, même 3, je crois, pour prendre les questions et échanger à la fin de chaque partie. Donc, vos questions, vos réactions, n'hésitez pas à le faire. Merci de garder votre son coupé, sauf si à un moment donné, on vous propose de prendre la parole pour réagir. Voilà pour une petite introduction. Ça, c'est le déroulé du webinaire. Donc, on va avoir Elsa Chanel qui va parler un peu plus longuement des causes de la crise de la bio et de ses impacts. Et puis, à la fin, on fera un focus sur les leviers d'action des collectivités et des pouvoirs publics. Un tout petit mot pour dire que ce webinaire s'inscrit dans un programme global qu'on a appelé Mon territoire bio. C'est un programme d'information et de sensibilisation destiné aux collectivités locales et aux pouvoirs publics d'Ille-et-Vilaine pour comprendre et agir plus efficacement sur leur territoire. Il y a un cycle de 3 webinaires là sur la fin de l'année. Donc ça, c'est le premier d'une série de 3. Il y en a un qui aura lieu sur la transmission et un autre qui aura lieu sur la biodiversité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous n'avez pas eu les infos, revenez vers nous. On vous les donnera. Et puis, il y a un cycle de 3 rendez-vous qu'on appelle des rendez-vous élus à la ferme, qui sont très importants pour nous. C'est pour illustrer par l'exemple un peu tout ce qu'on dit sur les avantages de la bio. Bah, c'est de le voir en pratique sur une ferme, de comprendre quelles sont les pratiques de l'agriculture biologique et de comprendre quels sont les services environnementaux notamment et économiques qu'elle rend sur le territoire. Voilà, on va commencer par l'intervention d'Elsa Chanel. Et avant ça, je vais lancer un tout petit sondage, une petite question pour ouvrir le bal. Mon sondage est inactif. Alors ça, c'est je ne sais pas pourquoi, puisque je l'ai testé tout à l'heure, donc ça devait marcher. Peut-être que si j'arrête le partage, ça va remarcher.
Sinon, c'est pas grave, on fera l'impasse, hein. Mm. Il fait perdu le sondage, hein. La petite question, je vais la dire à l'oral, hein. C'était, selon vous, qu'est-ce qui vous semble le plus vraisemblable, que la bio a atteint un plafond et que la crise va perdurer, que la bio va décliner, que la crise actuelle n'est qu'un palier et que derrière la bio va reprendre sa croissance, ou qu'on a atteint un plafond et que la bio va stagner. La dernière possibilité, c'était je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Voilà, je vous laisse y réfléchir et tant pis pour le sondage. Et Elsa, je vais te laisser la parole. Merci Anne. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ça a l'air d'aller pour ceux que je vois. Moi, je Voilà, t'entends, donc j'imagine que le reste, ça doit marcher. c'est ça. Je pars du principe que tout le monde entend. J'ai un tas de fenêtres ouvertes mais sans voir. Donc voilà. Je vais donc, comme l'a dit Anne, vous présenter un petit peu le travail d'analyse de la crise bio qu'on traverse là depuis 18 mois, 2 ans. C'est un travail qu'on a fait au sein du conseil d'administration de la FRAB. Il y a aussi évidemment eu des interactions avec les conseils d'administration de chacun des GAB départementaux, et, étant donné la crise qu'on traverse, que les producteurs vivent sur leurs fermes et qui nous touche particulièrement bien sûr. Et donc, on a eu besoin à un moment d'être épaulés. On a fait appel à des experts indépendants, on a fait appel à des appuis scientifiques, enfin voilà, et aux ressources aussi à disposition, notamment celle de l'agence bio qui est chargée au niveau national de suivre l'évolution de la bio et de la consommation bio. Donc, on a eu le besoin à un moment donné pour mieux nous adapter et voir comment on pouvait agir, comment on pouvait ajuster nos manières d'accompagner le développement de la bio en Bretagne. On a eu besoin un peu de faire un état des lieux, comment dire, une agrégation de toutes les informations qu'on avait, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses un peu fausses qui ont circulé, qui circulent toujours, et nous, on a eu besoin, voilà, de remettre à noir sur blanc les éléments qu'on avait pour comprendre ce qui se passait, ce qui était en train de vivre la bio, et dans l'objectif collectif de pouvoir trouver des pistes pour agir. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir toucher du doigt les pistes que vous, en tant qu'agent, enfin voilà, à votre place là dans les territoires, etc. Enfin, ou soit votre levier d'action, là où vous pouvez agir. Et nous, voilà, notre réflexion était de voir en tant que réseau de producteurs bio comment on pouvait aussi agir et pour y avancer, parce que nous, on est bien déterminés à sortir de cette crise. Hein, c'est notre objectif, pour évidemment de trouver les leviers pour que la bio reprenne son développement et puisqu'elle continue à répondre à tous les enjeux sociétaux qui sont devant nous. Donc, vous allez voir, alors, la première diapo, voilà, celle-là, voilà ce que ça donne, hein, le fruit de nos réflexions. Donc, vous voyez que c'est très dense, c'est déjà le premier constat, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses que nous, du coup, on a essayé de structurer pour essayer de, voilà, comme je vous disais, d'analyser, de comprendre, voilà. Donc, on va les passer en revue. Il y a probablement des choses sur lesquelles j'irai un peu vite ou je passerai pas forcément parce qu'on a un temps limité. On va essayer de respecter le timing. Mais voilà, on va passer chaque bloc en revue là de ce grand poster qui dresse un peu par catégorie les différentes informations qu'on peut avoir, qu'on a pu noter nous sur le contexte de la bio. Donc, on va commencer par le point sur les marchés bio. Donc, à chaque fois, là, la diapo, c'est un zoom du grand poster. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le marché bio, un état des lieux de la situation? Déjà que ce que vit la France actuellement, cette crise-là, elle n'est pas forcément généralisée. Il y a d'autres pays européens vivent aussi des diminutions. Certains, ça a déjà repris, mais ce n'est pas une crise mondiale, en tout cas. Donc voilà, c'est une première information. En réalité, le ralentissement, et ça c'est un point important, c'est que en réalité, le ralentissement était avéré depuis 2017. C'était un ralentissement de la croissance. Ça faisait plus de 10 ans qu'on était sur une phase de croissance à deux chiffres de la bio.
Et ce qu'on n'a pas vu, et c'est ça la pastille Covid fossoyeur de tendance, c'est vraiment que le Covid a complètement masqué ce ralentissement de la croissance qu'on aurait dû voir. Mais ben voilà, avec le contexte qu'on a très particulier qu'on a vécu, on ne l'a pas vu. Et pourtant, il y avait quelques petits indicateurs à côté desquels on est passé, hein. Par exemple, le baromètre de la consommation bio, qui est fait par l'agence bio, qui en 2021, quand ils posaient la question à leur panel de consommateurs, avaient entendu parler de la bio en 2021. Bah, pour tous les canaux cités, les gens répondaient bah non, pas trop, défaut de com. Donc ça, c'est un voilà, l'état des lieux, c'est tiens, ce curseur-là, cette information-là, on ne l'a pas vu à ce moment-là, et pourtant déjà il y avait des petits signaux qui auraient pu éveiller notre attention. Voilà, ce qu'on peut dire, en tout cas sur le marché, c'est que cette baisse de marché, de chiffre d'affaires, ça touche toutes les consommations alternatives. Le local, le bio, le vrac, les écolos, le naturel, les labels. Tout le monde est un peu enfin voilà, impacté sur ça. Pour ce qui concerne la bio, sur un marché français de 12 milliards d'euros, là, les chiffres principaux que je vais donner, c'est des chiffres fin 2022. C'était les derniers qui étaient disponibles. Quand il y a des chiffres 2023, je vous préciserai que c'est 2023. Là, en fin 2022, ça faisait 552 000 millions d'euros pardon, de baisse de marché. Voilà, sachant que ce marché, on y reviendra plus en détail, mais le marché de la bio, c'est à 80% via les magasins, les grandes surfaces, pardon, grandes et moyennes surfaces, et les magasins spécialisés. Donc, avec cette baisse de chiffre d'affaires, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est revenu plus ou moins au niveau de chiffre d'affaires de 2019. Il n'est pas impossible qu'on diminue, hein. Là, je vous donne ces chiffres. Voilà, en 2022, ça donnait ça. En 2023, quand on aura les chiffres, on verra si on a baissé. Mais en tout cas, on est revenu au niveau 2019. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on se trouve actuellement dans une baisse générale de la consommation alimentaire, hein, vous avez sûrement entendu parler, liée à l'inflation. Mais cette baisse, elle est 3 fois plus importante en volume sur la bio que sur le reste du marché de l'alimentation. Il y a néanmoins 2 secteurs bio en augmentation, c'est la restauration collective et le secteur des boissons alcoolisées. Dans les éléments d'analyse du marché qu'on a noté de la part des experts à qui on a fait appel et qui avaient un regard, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient un regard à l'échelle européenne. Ils avaient analysé un peu des situations dans plusieurs pays européens et mondiaux. C'est que en France, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a peu de coopération entre les acteurs de la filière bio. Il n'y a pas d'outils de régulation de crise, ça c'est à l'échelle européenne, parce que les outils de régulation de crise dans le cadre de la PAC, en fait, ils sont ouverts par secteur. Donc il faut que toute la filière, par exemple laitière, bio et non bio, soit en crise pour que les outils de régulation sur le lait puissent être activés. Quand il y a une crise que sur le lait bio, par exemple, les outils de régulation de crise à l'échelle européenne ne peuvent pas être mobilisés. Donc on n'a pas ces outils-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le marché? Un petit indicateur qu'on a trouvé intéressant, c'est que sur la marque Produits en Bretagne que vous connaissez, en 2022, il n'y a que les produits bio qui ont augmenté. Et donc là, on s'est dit, tiens, c'est peut-être un message voilà, qui nous dit que les consommateurs, ils sont intéressés par l'aspect régional, enfin, provenance des produits. Et puis enfin, dernière information sur le marché bio, il faut savoir qu'il y a encore 30% d'importation de produits bio sur le marché français, dont 13% de produits tropicaux. Donc voilà, une quinzaine de pourcents qui sont des produits a priori qu'on pourrait produire en France et qu'on importe. Bon, voilà, ça reste pas très important, mais on a encore une petite marge de ce côté-là, mais c'est quand même principalement les produits bio consommés en France sont quand même en très grande majorité des produits français. Je vais poursuivre. Donc, je reviens, on va passer à la suivante. Voilà, sur le map, vous avez vu, on était en haut à gauche. On va tourner dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre, sur le volet production bio.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la production bio? Vous avez sûrement entendu, il y a eu beaucoup de médiatisation là-dessus, sur la vague de désertification partout, qu'on entendait entendre, etc. Alors, même si on n'est pas à l'abri, on ne sait pas si ça va advenir, hein, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui en Bretagne et en France, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de vague de désertification pour le moment. Et ça, c'est aussi en 2023, hein, les chiffres au premier semestre produits par l'agence Bio montre qu'il n'y a pas, aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'il y a vraiment une vague de désertification. En Bretagne, en 2022, ce sont 114 fermes qui ont arrêté leur certification, dont un tiers de départ en retraite. C'est assez classique. Et souvent, mais ça, ce découpage-là, il est comme ça depuis des années. On a en gros un tiers de départ en retraite, un tiers de gens qui arrêtent l'activité agricole complètement, qui arrêtent leur ferme, quoi, mais comme dans plein de domaines d'activité économique, des gens arrêtent et changent de métier. Et l'autre tiers, c'est des gens qui effectivement soit retournent en conventionnel, soit ont d'autres projets sur leur ferme. Ce qui fait que pour le moment, au 31 août 2022, on est resté sur un solde positif de nouveaux bio. Donc pas d'augmentation des arrêts. Mais par contre, c'est vrai, arrêt des conversions. Ça fait vraiment un an et demi que vraiment les conversions sont très, très au ralenti dans tous les départements bretons et dans tous les départements français. Et donc, la progression de la production bio, elle est vraiment tirée ces derniers temps-là par les installations. En Bretagne, c'est ce que Anne a cité, 40% des installations qui sont en bio. Et ça, pour le coup, on a eu confirmation récemment que pour les chiffres 2023, on a l'air de rester sur cette même dynamique d'installation en bio. Donc, ces nouveaux profils de personnes qui arrivent avec des projets pour s'installer en bio, on se rend compte que naturellement, ils s'orientent vers la bio. Ça fait partie intégrante de leur projet. Il y a beaucoup comme vous le savez, de personnes non issues du milieu agricole, avec des reconversions professionnelles, etc. Et qui, pour le coup, vraiment, n'imaginent pas autre chose que de s'installer en bio. Et résultat, voilà, on a 40% d'installations effectives en bio en Bretagne. Là où on commence à voir des soldes négatifs en nombre de producteurs, c'est dans les productions de porc et de lait. Alors, la filière porcine est particulièrement impactée par la crise, là. Donc, c'est aujourd'hui plus de 30% des porcs bio qui ne sont pas valorisés dans la filière bio. Donc, c'est vrai que c'est important. Et c'était une filière très petite, donc elle est particulièrement en difficulté actuellement. Et en lait, pareil, c'est pas mal impacté. Ça a été, il y avait un tiers de déclassement de lait bio en 2022. Certainement, les chiffres sont pas consolidés, mais on doit être aux alentours au moins de 40% de lait bio déclassés en 2023. Déclassés, ça veut dire qu'ils sont valorisés dans les filières conventionnelles. Donc, voilà, c'est important. Et forcément, ça se traduit par une diminution de nombre de producteurs dans ces productions-là. On verra l'impact vraiment de manière chiffrée d'ici la fin de l'année. Ce qu'on peut dire sur la production bio, c'est que ces chiffres-là, ils sont aussi la conséquence d'aides d'urgence qui n'existaient pas du tout avant 2023, alors que les difficultés avaient commencé et qu'on a alerté depuis longtemps les pouvoirs publics. Il n'y a pas eu d'aide d'urgence du tout avant 2023. Les premières aides sont arrivées sur le premier semestre 2023 avant l'été, quoi, et tout de suite largement insuffisantes. Deuxième vague d'aide cet été qui vient de se boucler là, avec toujours des montants largement insuffisants, puisque à l'échelle nationale, c'était 10 millions puis 60 millions qui ont largement, enfin les demandes étaient largement supérieures à l'échelle nationale à ces financements alloués et clairement insuffisants, et en plus avec des difficultés sur les critères qui étaient pris pour que les producteurs réellement en difficulté puissent les mobiliser. Donc voilà, j'en dis pas plus, on pourra, si vous avez des questions supplémentaires là-dessus, y revenir après. Voilà, et ce qu'on peut aussi avoir en tête sur la partie production, c'est que on n'est certes pas dans une vague de désertification pour le moment, mais en 2022 et voire début 2023, là, enfin sur le premier semestre 2023, on a été dans un contexte de marché conventionnel assez porteur qui certainement
ont permis de limiter la casse en bio. C'est-à-dire que comme les marchés conventionnels étaient assez élevés, et bien du coup, le fait que des produits bio soient déclassés dans les marchés conventionnels a permis quand même de limiter l'impact pour les fermes bio. Voilà, on peut penser que si en tout cas les marchés conventionnels diminuent, et ben ça, il y aura un impact d'autant plus important là, une répercussion pour les producteurs bio. Voilà sur la partie production. Et avant qu'on passe à une première série de questions, on va continuer dans notre poster. Après la partie marché et la partie production, nous voilà sur la partie distribution. En haut à droite. Alors là, on a essayé d'un peu éplucher pour voir qu'est-ce qui se passait en termes de distribution des produits bio. Alors le camembert vous indique déjà comment sont réparties les ventes de produits bio. Donc là, ce sont des chiffres 2022 en chiffre d'affaires. 53% des produits bio sont vendus en GMS, 27% en moyenne en magasins spécialisés, 13% en vente directe et 8% via les artisans que sont les boulangers, les bouchers, etc. Première grosse évolution sur les artisans, justement, c'est en 2022 une très grosse diminution du nombre d'artisans qui proposent, qui transforment et qui proposent de la bio. Vu le contexte, voilà, ils ont été 25% à renoncer à proposer du pain bio, de la viande bio, etc. Donc voilà. Sur la vente directe, c'est un secteur qui reste globalement en progression. En chiffre national, on est à 3,9% de progression, mais pas mal porté par le vin bio. Donc, on n'a pas ce chiffre à l'échelle régionale. Donc voilà, mais en tout cas à l'échelle nationale, on est sur ça. Nous, ce qu'on a pu noter sur le terrain, c'est que voilà, les situations sont très variées entre les producteurs qui font de la vente directe. Il y a des producteurs sur lesquels ça continue à bien marcher, d'autres qui ont vécu vraiment plus de difficultés. Mais Agrobio 35 pourra certainement davantage préciser tout ça. Sur la grande et moyenne surface, pardon. Pour le coup, recul avéré, moins 4,6% de vente. Et donc un contexte de crise de structuration générale de la GMS. Ils sont globalement en baisse. Vous avez entendu parler globalement de la difficulté remise en question un peu du modèle grande et moyenne surface actuellement, même s'il reste largement majoritaire, mais il y a cette crise qui existe. Et sur la bio, alors ils ont des pratiques sur de marge. Vraiment, c'est pas nouveau, c'est pas depuis la crise, mais ça a encore plus impacté là. C'est qu'ils ont une stratégie de marge vraiment supérieure sur les produits bio, pour en plus des qualités médiocres qui nuisent à l'image de marque des produits bio. C'est-à-dire, vous avez sans doute vu dans des rayons fruits et légumes bio dans les grandes surfaces que vraiment on avait souvent des qualités très médiocres qui étaient présentées parce qu'il n'y a pas le réassort nécessaire, etc. Enfin, vraiment. Et forcément, du coup, c'est l'image que ça donne aux consommateurs qui se rendent dans ces magasins. Depuis longtemps, les GMS ont des stratégies très instables sur la bio. Ils testent un peu tout et du coup, ça a aussi contribué à perdre le consommateur. C'est-à-dire qu'ils testent des corners bio, ils testent de la bio un peu répartie dans tous les rayons, ils testent, enfin voilà, et avec des stratégies qui changent tout le temps. Donc le consommateur est perdu. Quand il veut trouver des produits bio, il doit un peu chercher. Voilà, toutes les GMS n'ont pas la même stratégie, c'est compliqué. Et en plus, pendant la croissance, quand on était encore à la croissance de la bio, ils ont vraiment eu des incohérences avec des prix complètement excessifs sur des marques nationales et qui vraiment ont contribué à renforcer l'image de produits bio égale très très cher. Voilà. Et donc, ils ont derrière développé toute une gamme de MDD, de marques de distributeurs importants. Ce qu'on observe depuis 2021 et en particulier que ça s'est vraiment renforcé cette année en 2023, c'est une très grosse baisse du référencement de produits bio dans le rayon. Donc forcément, ça impacte la consommation. Moins le consommateur va trouver de produits bio en rayon, moins il va en acheter. Et là, on est à plus de 30%
de diminution de référencement en 2023. Et certainement, on pense que ça a augmenté depuis. On verra ce que les chiffres nous disent. Et ça, tous les formats de GMS ont diminué, que ce soit l'hyper au super, au drive, etc., sauf le hard discount. Donc, vous voyez, et puis avec un chiffre nettement différent en hard discount. Voilà. Et puis, ce que je peux terminer là-dessus, c'est que on est revenu au niveau des ventes à peu près égal à 2019 en termes de chiffre d'affaires et d'offres aux consommateurs. Sur les magasins spécialisés, et ben pareil qu'en GMS, mais encore plus fort, baisse des ventes, toutes enseignes confondues. J'ai cité ici les enseignes qui sont particulièrement présentes en Bretagne, mais d'autres enseignes existent à l'échelle nationale et toutes sont en baisse. Et du coup, ça a créé vraiment des fermetures de magasins. On est à moins 5,3% de magasins. Donc ça, vous avez aussi certainement entendu parler ou vu de vous-même des magasins bio qui fermaient. L'analyse qu'on peut avoir sur les magasins spécialisés, c'est qu'ils ont été très centrés sur leur développement de réseau pendant la phase de croissance, et non pas sur leurs produits, leurs services, beaucoup sur la compétition entre les réseaux de magasins spécialisés, avec par contre peu d'innovation et de stratégie, de fidélisation, de communication. Pour les experts qui nous ont accompagnés, c'est vraiment quelque chose qui leur coûte cher aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas assez chouchouté les consommateurs bio, du coup convaincus, qui viennent dans les magasins bio et pas non plus chercher à développer suffisamment, aller chercher de nouveaux consommateurs avec vraiment un défaut de compétences commerciales des salariés dans ces magasins, etc. Voilà, partant du principe qu'on est sur un public de convaincus, donc voilà, on ne peaufine pas, on ne privilégie pas ça. Voilà, donc ça, c'est voilà un petit peu le constat qu'on peut faire sur les magasins spécialisés. Et pour finir sur la restauration collective, qui est aussi une forme de distribution des produits bio, pour le coup, ça, je pense que vous le savez aussi tous, c'est largement communiqué. On est très loin de respecter la loi Egalim, puisque alors c'est le chiffre 7% qui est affiché partout sur les 20% qu'on devrait atteindre, mais on ne sait pas vraiment d'ailleurs sur quoi est basé ce 7%. En fait, c'est le chiffre qui est communiqué, mais personne ne sait vraiment trop comment il est calculé. Aujourd'hui, la restauration collective, c'est 8% de la consommation bio. Voilà, donc c'est un secteur qui ne demande qu'à croître. 715 millions d'euros. Voilà, et un dernier chiffre sur le fait que pour les restaurateurs privés, là, commerciaux, on est à moins de 2% de bio dans les restaurants, donc une grosse marge de manœuvre aussi de ce côté. Voilà sur cette première séquence, marché, production, distribution. Merci. Elsa, on a eu quelques questions dans le chat que je vais reprendre. Question d'éclaircissement, c'est-à-dire à un moment donné qu'il y avait 30% des porcs bio non valorisés et 40% du lait bio. Est-ce que c'était en France ou en Bretagne? C'est en France. Ok. C'est en France, hein, comme les collecteurs, enfin voilà, sont à l'échelle nationale. Les chiffres sont à l'échelle nationale. Ok. Ça répond. Une autre question, dans quel secteur d'activité ont lieu les installations en bio? Est-ce que c'est maraîchage ou plutôt qu'élevage? Voilà, parce que, et là, petite précision, zéro installation en porc bio en Bretagne en 2022. Voilà, est-ce qu'on sait un Alors, peu quelles sont les répartitions des installations en 2022? Donc 2023, ça me paraît un peu tôt là. Mais 2023, c'est sûr que non. 2022, oui, on les a. Je ne les ai pas du tout sous le coude, mais on pourra pareil. vous les transmettre sans souci. Et il y a un nombre plus élevé d'installations en maraîchage, mais il y a quand même, enfin voilà, de mémoire dans les chiffres, hein, il y a quand même un petit peu sur tous les systèmes. Il y a un gros enjeu d'ailleurs, j'en profite au passage pour le dire, hein, sur l'installation en élevage, parce que pour le coup, aujourd'hui, on est dans un contexte de non-valorisation, de déclassement des produits bio, mais les opérateurs
Et le CNIEL, par exemple, commence à s'inquiéter d'avoir suffisamment de volume de lait bio d'ici 2 ans, dû au, dû au nombreux départs en retraite des éleveurs qui sont prévus, enfin, et qui sont voilà, dans les tuyaux, parce qu'on a en bio la même pyramide des âges que dans l'ensemble de l'agriculture, quoi. Ça marche. Et enfin, en tout cas, c'est plutôt une constatation concernant l'aide d'urgence, la limite que les jeunes installés dans l'année 2023 ne peuvent prétendre à cette aide. Smiley négatif, plutôt dans l'idée que ça va pas dans le bon sens. Attends, de quelle aide? J'ai pas bien compris. Dans les aides d'urgence, Ah oui, est-ce que voilà, les jeunes installés de cette année n'ont pas pu prétendre non, aux aides? non, parce qu'il fallait des chiffres consolidés enfin voilà, il fallait avoir au moins une année d'activité. Donc vraiment, ceux qui se sont installés là, enfin en 2023, a priori, ils n'ont pas pu prétendre à ces aides-là. Par contre, on arrivait à les intégrer dès qu'ils avaient un exercice. Ok. Alors, que veut dire resto-cio? Je pense que c'est dans la RHD, restauration hors domicile, pour faire la différence entre restauration collective et restaurateurs, enfin restaurants commerciaux. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et voilà, merci pour ces données intéressantes. Vous n'évoquez pas le fait qu'en GMS, les produits locaux bio ne sont pas présents pendant que les consommateurs mettent en avant le local. Je Alors, pense que oui. ouais, il y en a un peu, mais voilà, la stratégie, et c'est difficile aussi, hein, de rentrer en grande surface, c'est difficile de, voilà. Et puis, comme les grandes surfaces étaient plutôt dans du déréférencement de produits bio, et ben voilà, clairement, enfin, il y a peu, enfin, ça s'est peu développé, en effet. Mm, mm. Alors que c'est sûrement des références qui intéresseraient le consommateur, hein. Enfin, nous, on le pense, hein. Mais en tout cas, ça n'a pas été la stratégie des GNS. Merci Elsa. Moi, je voulais juste revenir sur les installations. C'est vrai qu'on a cette question récurrente des partenaires, des gens qu'on rencontre. Est-ce qu'on voit quelque chose qui se passe sur les installations en bio? Moi, je vois au niveau d'AgroBio 35 d'avoir fait un peu le tour. On sent pas de différence majeure pour l'instant. En termes, il y a toujours autant de porteurs de projets qui veulent des visites d'information. Voilà. Au niveau de nos actions, donc c'est plutôt qualitatif là. On voit pas de différence. Après, je pense enfin, on se pose la question de ce que ça va donner dans la durée. Là, les personnes qui veulent s'installer, c'est des gens qui ont déjà mûri leur projet. On ne sait pas ce que la crise va donner dans la durée, mais on y est très attentif, en tout cas, c'est ce que je peux dire. C'était pour la partie. Et qu'il y a un enjeu, et je rajouterais juste qu'il y a un enjeu particulier à ce qu'il soit vraiment bien accompagné pour que justement, dans un contexte difficile, il faut encourager les installations et il faut surtout vraiment bien les préparer à ce contexte difficile et enfin voilà, qu'ils soient bien enfin, voilà, on est sur la partie mise en marché, etc., et sur la partie de leur système, développer l'autonomie, etc., pour vraiment réussir à s'inscrire dans un contexte difficile, même si on espère qu'il ne durera pas trop longtemps, mais en tout cas, on a ce point de vigilance-là sur l'accompagnement. Mm. Je confirme ce que tu as dit sur le côté des conversions. Là, c'est l'arrêt, quasi arrêt des conversions. Il y en a une ou deux, mais c'était des choses qui aboutissent, des gens qui étaient déjà proches de la bio, qui confirment leur projet. Quasiment pas de déconversion. On en a eu deux, trois, mais c'était des systèmes auxquels on s'attendait un peu à ce qu'il y ait de la déconversion. Voilà, des systèmes un peu éloignés des systèmes bio habituels. Voilà ce que je peux confirmer pour toi. Par rapport à ce que tu disais sur le 35, plusieurs magasins spécialisés qui se sont arrêtés. Donc, dans les Scarabée Biocop, au moins deux ou trois magasins. Mamie Mesure, vous devez peut-être en avoir d'autres sur vos territoires en tête. Et puis, certains acteurs, des gens qui avaient monté leurs entreprises ou leurs services autour des produits bio locaux, là vers
fin, on va dire 2019, 2020, il y a eu pas mal de créations et il y en a certains qui se sont arrêtés. Pour les agriculteurs en vente directe, on n'a pas fait d'enquête en particulier, mais à chaque fois qu'un GAB en fait un, bah voilà, c'est très très hétérogène. On peut vraiment rien dire. Il y en a qui continuent d'augmenter, il y en a euh, qui ont chuté, il y a des débauchés se sont arrêtés, qui sont en difficulté. Euh, Beaucoup sont revenus à leur chiffre d'affaires de 2019, ça tu le disais, c'est quand même quelque chose qu'on entend de manière récurrente qui avait aussi beaucoup augmenté pendant le Covid. Donc on revient à la situation avant Covid. Après, il y a déjà eu des actions mises en œuvre par certains sur la communication. Voilà, dès qu'un euro est investi dans la communication, dans les circuits courts, dans la vente directe, ça se paye directement en clients qui reviennent derrière. Euh, et puis d'autres sur des fermetures de débouchés pour eux, ont pris le temps de restructurer, réorganiser leur ferme en fait, quitte même à baisser la production, fermer certains ateliers et de s'adapter, mais ça nécessite d'être accompagné et d'avoir eu le temps d'y penser, voilà, avant que ça soit trop compliqué. Voilà ce que je voulais rajouter là pour les retours du département. Et Elsa, je vais te laisser continuer. Il y avait des questions qui sont arrivées entre-temps, mais je les prendrai dans le deuxième tour. Ça marche. Alors, du coup, on va reprendre en allant maintenant sur la partie consommation. Pour comprendre un petit peu, on a essayé de comprendre qui étaient les consommateurs bio, qu'est-ce qui s'était passé pour eux, puisqu'on observe une baisse de la consommation. On a essayé d'un peu regarder ce qui se passait de ce côté. Alors, il faudra que tu passes, Anne, sur la diapo consommation. Et le premier élément qu'on veut dire, c'est que nous, ce qu'on analyse, c'est que, comme vous l'avez vu, on n'est pas sur une crise de la production. La production bio, elle a relevé le défi, elle est là. Il y a eu une volonté d'y aller, de développer. Les agriculteurs ont répondu présent et sont là. Donc, s'il y a une crise aujourd'hui, c'est une crise de la consommation. C'est que là, on a des consommateurs qui sont plus au rendez-vous, moins au rendez-vous, et donc on essaie de comprendre pourquoi. Qui sont les consommateurs bio? D'après le baromètre de la consommation bio de l'agence bio, en haut à droite, là, vous avez trois catégories de consommateurs qui ont été classés comme ça par l'agence bio. Donc, il y a les sporadiques, 40 ans. Donc, vraiment, eux, ça représente très peu, enfin, très peu d'achats, quoi. Il y a les occasionnels, et 30%, et 30% d'intensifs. Et c'est en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces 30% d'intensifs là font 70% du chiffre d'affaires de la bio. Donc ça interpelle un peu parce qu'on se dit bah, c'est fou ça, on a certainement à aller chercher davantage des occasionnels et puis aller creuser au niveau de ces intensifs. Hein. Je fais le pont avec la partie sur les magasins bio là où on n'a peut-être pas chouchouté, on chouchoute pas assez ces consommateurs-là, ces consommateurs-là. Et justement, si on va voir au niveau du panier moyen, eh bien, le panier moyen français pour un habitant, c'est 190 euros par an de produits bio. Et dans la catégorie des 30% d'intensifs, pour eux, c'est 500 euros par an. Ça revient à 10 euros par semaine. Alors nous, ça, c'est vraiment un chiffre qui nous a interpellés et enfin, voilà, qui nous titille là dans nos actions, dans nos leviers possibles. C'est qu'on dit à 30 euros par semaine, ce qui paraît pas fou à l'échelle enfin, pour une personne, on serait à 1500 euros par an. Vous voyez le levier potentiel, voilà, d'aller enfin, chercher enfin, travailler auprès des consommateurs intensifs et évidemment aller chercher des occasionnels. Il y a un vrai potentiel. Donc, ça représente le panier moyen, la part bio dans le panier français, c'est 6%. Donc, voilà, il y a il y a de quoi développer. Si on va maintenant à gauche de l'écran, bah, ce qui n'est pas surprenant, hein, c'est qu'en 2022,
eh ben, on a moins gagné de nouveaux consommateurs que l'année précédente. On était à 14% en 2021 et tous les ans, les 10 dernières années, là, on gagnait, on était sur vraiment une augmentation du nombre de consommateurs. Et là, on a vraiment diminué cette part-là, forcément. Et les premiers éléments qu'on a, c'est que on s'est vraiment fait concurrencer par les faux labels, les pseudo-labels, comme on veut les appeler, c'est-à-dire que des produits identifiés comme apportant une plus-value, qui ont utilisé vraiment particulièrement les bienfaits mis en avant de la bio, enfin les marqueurs importants de la bio, le sans pesticides, pour la santé, pour l'environnement. Ils ont utilisé tous ces marqueurs-là, mais pour créer enfin voilà, d'autres labels, les sans pesticides, les sans résidus, les HVE, les tout ça. Et en fait, ça a créé, enfin forcément, ils se retrouvent en concurrence avec les produits bio à moins cher puisqu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Donc voilà, les produits bio sont complètement retrouvés là-dedans et 73% des pertes bio, d'après le baromètre de la consommation, donc enquête consommateur, 73% des pertes bio, ce sont des gens qui sont tournés vers d'autres labels, vers ces fameux labels. Donc on voit qu'en fait, c'est pas une volonté des consommateurs de ne plus aller, enfin c'est pas ils ne sont plus attachés aux valeurs de la bio, aux principes de la bio, mais c'est juste qu'ils ont trouvé ailleurs d'autres produits et moins chers. Donc, bah, voilà, on sait certainement, mais là, pour le coup, on a sûrement tous les acteurs de la bio une part de responsabilité parce que je fais le lien aussi avec ce qu'on a dit au début, baromètre de la consommation qui nous indiquait en 2021 que les gens n'entendaient plus parler de la bio. En fait, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est qu'on a fait l'erreur d'arrêter de communiquer sur la bio, pensant que c'était un acquis, que les gens, ça y est, le grand public avait compris ce que c'était que la bio et qu'on avait pu à investir là-dessus. Or, si, en fait, on s'est fait complètement concurrencer. On a effectivement moins communiqué sur la bio et donc d'autres se sont insérés dans le décor en utilisant ces marqueurs-là et ont gagné les parts de marché et les ont pris sur la bio. Ce qu'on peut dire aussi comme élément important, quand même, c'est que la deuxième critère d'achat pour les produits bio, c'est le Made in France. 80% des produits bio consommés est Made in France. Enfin, c'est vraiment un critère très important pour les consommateurs bio. Donc, dans les freins à la consommation, évidemment, ressort quand même toujours de manière importante les critères du prix, on le sait, mais c'est pas un critère qui, dans le poids par rapport aux autres critères, augmente. Mais ça reste un critère important. Par contre, ce qui a augmenté beaucoup, c'est la défiance vis-à-vis du label AB. Avant, ressortait du baromètre une certaine confiance des consommateurs vis-à-vis du label. Or, maintenant, il y a plutôt une défiance. On sent que les gens ne comprennent plus. Il y a un manque de compréhension de pourquoi les produits bio sont plus chers. Voilà, ils sont un peu perdus et notamment parce qu'en face, il y a une offre de produits qui leur font presque la même promesse avec le sans pesticides, etc. et qui sont moins chers. Donc, ça a vraiment contribué à perdre le consommateur et à lui faire perdre de la confiance envers les produits bio. Forcément, dans les freins à la consommation, on a aussi le fait que, comme on l'a vu, il y a moins d'offres de produits bio. Il y a des magasins spécialisés qui ferment, il y a des référencements en grande surface. Moins les consommateurs peuvent trouver de produits bio, moins ils en achètent, puisque moins il y a moins de visibilité, etc. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel aujourd'hui on est et qu'il faut qu'on travaille pour l'arrêter. Et puis évidemment, ça va sans dire, mais tout le monde le sait, qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation qui fait que ça impacte évidemment les produits bio. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça impacte plus les produits bio que l'ensemble des produits alimentaires. Et donc, la diapo suivante, tu peux passer. Voilà, quelques informations sur les perspectives de reprise. Bon, 2023 et même 2024, on s'attend encore à une année difficile, à des années difficiles. Enfin, 2023, vraiment clairement, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute. Maintenant, on est au mois d'octobre. 2024, voilà, les tendances qu'on entend là par les opérateurs économiques, c'est que ça va être encore difficile. Ceci dit, nous, on reste pleinement convaincus que
ce n'est pas un plafond. On entend des fois dire ça, voilà, la bio c'est fini, elle a atteint son plafond, etc. Non, nous sommes convaincus que ce n'est pas un plafond, qu'on est sur un palier. Et preuve en est la part de marché qui en France est de 6,5%, alors qu'en Autriche, on est à 12%, au Danemark à 13%, en Suisse à 11%, etc. Donc il n'y a aucune raison qu'en France, on en reste à 6,5%. On va progresser, on va déverrouiller, on va travailler, voilà, mais la progression va reprendre et il n'y a aucune raison voilà, que la bio qui répond à tous les enjeux sociétaux là ne revienne pas sur une courbe croissante. Évidemment, voilà, le Covid a masqué les faiblesses de la bio, comme je le disais, en termes de communication, de filière, etc. Donc là, les perspectives, c'est qu'on a des choses qui se mettent en place. Anne va en parler après, hein, en termes de communication, de campagne, d'action, de structuration de filière, etc. Donc on va y venir, mais en tout cas, on a vraiment loupé certaines informations, certaines analyses avec ce Covid qui a un peu déstabilisé tout ça. Et sur les tendances 2003, puisque là, on est sur l'année n'est pas finie, donc on n'a pas encore les chiffres, mais on sait qu'on est dans un contexte d'inflation qui se stabilise plutôt. On a encore eu des baisses de chiffre d'affaires sur le premier semestre de 2023 par rapport à 2022. Donc, certainement que la bio va avoir perdu des parts de marché encore en 2023. Sur le premier semestre, on avait quelques frémissements de reprise, notamment avec l'augmentation des ventes en fruits et légumes. Voilà, et notamment en raison des prix conventionnels qui avaient flambé liés à l'inflation. Voilà, je ne sais pas si on va être sur cette dynamique-là sur toute l'année. On attend les chiffres. C'est pas le cas, en tout cas sur les filières production animale, lait et viande notamment. On n'est pas pour l'instant sur de la reprise. Et une dernière information intéressante, enfin quand même marquante, qui dit aussi qu'on est impacté par des stratégies de distributeurs qui jouent pas le jeu, en tout cas qui nuisent au développement de la bio et à la reprise de la consommation. C'est la façon dont les produits bio sont impactés par l'inflation, qui est différente entre magasins spécialisés et GMS. En magasins spécialisés, les produits ont augmenté en moyenne 7%, les produits bio, alors qu'ils ont augmenté, les produits bio ont augmenté de 17,7% en GMS. Donc la GMS augmente tous ses prix en lien avec l'inflation, mais encore plus les produits bio, parce que c'est dans leur stratégie de positionnement de gamme. Ils veulent continuer à avoir un minimum de bio et le positionner en haut de gamme, donc très cher, quitte à augmenter encore plus les produits bio, alors que à l'achat, quand eux ils les achètent, ils n'ont pas du tout augmenté d'autant. Les produits bio ont même tendance à plutôt moins augmenter, puisqu'ils sont moins tributaires des coûts d'énergie, etc., puisqu'ils sont produits sur des systèmes plus autonomes, etc., moins d'importation et tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et je réponds à vos questions, bien sûr. Merci Elsa. Effectivement, on a eu quelques questions en plus. Quentin a mis dans la discussion là le lien pour consulter les chiffres de l'Observatoire de la consommation en bio, de l'agence bio. Il y a cet observatoire-là très intéressant pour aller plus loin. Il y a aussi un observatoire au niveau des territoires pour avoir les chiffres actualisés par territoire, région, département sur la production, les installations aussi notamment. On pourra vous remettre ce lien si également. Donc c'est une question sur plutôt le sujet du lait bio et la consommation. Comment expliquer la forte baisse de la consommation du lait bio alors que c'est un produit bio peu cher, en tout cas avec une faible différence avec le conventionnel, hein. Est-ce que Elsa, tu as des Alors, éléments de réponse là-dessus? il y a des éléments de réponse du CNIEL. Je vais essayer de les retrouver en même temps que je vous parle. Sur la consommation de lait globalement. En fait, la baisse de la consommation de produits bio ne s'est pas reportée sur une augmentation de la consommation de lait conventionnel.
en fait, les gens ont plutôt arrêté, enfin diminuent leur consommation de produits laitiers au profit des laits végétaux qui augmentent par contre. Et ça, c'est des données du CNIEL. Il y a une baisse de la consommation des produits laitiers de manière générale. Général. Donc, Ok. ouais. Alors là, il y a un élément de réponse aussi de Julie Potier de Bioconsommateur sur le fait qu'il y ait aussi de la concurrence avec d'autres démarches type C'est qui le patron sur le lait. Mais je pense aussi à d'autres démarches. Euh, Foin, je sais plus exactement le nom de la Oui, les marque, soins, oui, lait de oui, foin, etc. ouais. Ça peut être des éléments de réponse supplémentaires. On a aussi la réaction en lait. Je pense que la crise est devant nous. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir si Monsieur Huet, vous pouvez donner quelques éléments supplémentaires ou sur votre réaction. Ou Oui, Elsa, si tu veux réagir à ça. enfin, oui, bonjour. Bonjour, Ben, Monsieur Huet. j'ai mis justement la zone de discussion un extrait en fait de la présentation de la conjoncture qui a été réalisée au SPACE par le CNIEL, Mm. dont il y a un extrait visuel un petit peu qui montre sur les différentes gammes de produits, beurre, fromage, lait, etc., le décrochage de la consommation et la poursuite, je dirais, ou le placement de la collecte, mais la collecte qui se place mais qui ne baisse pas, et du coup le déclassement qui s'intensifie. Et donc tant que le lait conventionnel, à mon sens, est encore pas trop mal payé, donc ça contribue à maintenir un lait bio à un prix qui est payé producteur, euh, qui est pas trop dégradé, mais j'ai peur que ça ne tienne pas longtemps. C'était ça le sens de ma remarque. Merci, Monsieur Huet. Elsa, est-ce que toi, Oui, tu as un peu des éléments bah, là-dessus? c'est une possibilité. On espère que ça sera pas le cas, bien sûr, mais effectivement, je pense qu'il y a des producteurs qui sont dans le dur depuis un moment. Et la question, c'est que si ça dure trop longtemps, c'est là où c'est devant nous, c'est que jusqu'à présent, certains voilà font tout pour réussir à tenir, mais ils ne tiendront pas indéfiniment comme ça et sans soutien à la hauteur. Quand il y a une crise conventionnelle, on aide les producteurs pour qu'ils tiennent le coup. En bio, on peut pas dire que la réciproque soit, enfin voilà, qu'on soit tout à fait dans les mêmes conditions, hein. C'est bien ça la difficulté, c'est qu'on n'aide pas beaucoup les producteurs là qui ont répondu, enfin voilà, en allant en bio aux enjeux et ils ont été appelés à le faire par des politiques, voilà, des aides, et de la conversion, enfin voilà, on mettait un peu la bio, tous les pouvoirs publics la mettaient en avant, machin, et puis en fait aujourd'hui qu'il y a une difficulté enfin voilà, liée à la consommation, comme on l'a dit, il y a une croissance, enfin un besoin de structuration de l'offre, des filières, etc. Eh bien, on ne soutient pas à la hauteur les producteurs pour que justement ils passent ce cap. Et donc, vous avez raison, la crainte est vraiment là. Il suffit, en plus c'est fragile, comme je vous le disais aussi, aujourd'hui en lait bio, on a été un peu quand même préservé grâce aux cours conventionnels qui étaient assez élevés. Et du coup, les produits bio déclassés ont quand même pu être valorisés à des prix pas trop bas, parce que le prix conventionnel était correct. S'il venait à baisser, on n'est pas du tout à l'abri, la volatilité des cours en conventionnel, on la connaît. Et bien du coup, forcément, ça aurait une répercussion importante sur les producteurs bio qui sont déjà dans le dur et donc pour qui, pour certains, ça pourrait être assez fatal, quoi. Merci. Merci Elsa. Euh, alors, on a quelques réactions, Monsieur Verdier de Rennes Métropole, notamment sur le fait, sur la GMS, faire reposer le développement de la bio sur la GMS, c'est prendre le risque d'être dépendant de leurs stratégies qui ne sont pas liées à celles des filières bio, effectivement. Euh, Oui, c'est un risque c'est vrai. le Ouais. but, c'est de structurer des filières assez puissantes pour pouvoir être en négociation avec ces acteurs-là. Exactement, c'est un peu le travail qu'essaie de faire le réseau depuis de nombreuses années, d'accompagner les producteurs
à se structurer pour inventer, créer des filières sur lesquelles justement ils gardent, enfin voilà, enfin voilà, ils gardent une partie de la maîtrise, mais c'est pas facile. Et en même temps, bah, la GMS a été aussi les réseaux de distribution qui ont permis de démocratiser d'une certaine façon l'accès aux produits bio. Voilà, donc effectivement, mais je partage quand même, hein, on préférait être moins dépendant, ça c'est sûr, de ce mode de distribution, mais voilà, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est quand même la GMS qui distribue encore une majorité des produits bio. N'hésitez pas si vous avez encore quelques... Voilà, on peut en prendre encore une question ou une réaction. Et puis on va clore ce premier chapitre d'analyse des causes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de nouvelles questions tout de suite. Mais n'hésitez pas au fur et à mesure, on a encore un petit temps d'échange après la suite. Merci Elsa pour ce décryptage. Maintenant, je vais arrêter le partage et repasser sur la présentation. Si ça passe. On va passer à la deuxième partie, donc parler des leviers que peuvent avoir les collectivités et les pouvoirs publics. Comme on a vu que les causes de cette crise sont multiples, bah, elles nécessitent une action concertée de tous les acteurs impliqués, voilà, que ce soit les acteurs agricoles, nous, le réseau bio, de tout le monde, les distributeurs, les consommateurs et aussi les collectivités et les pouvoirs publics. On a resserré autour de deux sujets qui nous semblait important. Comme l'a dit Elsa, c'est une crise qui est d'abord une crise de la consommation. Et pour ça, il est urgent de mieux informer les consommateurs sur l'agriculture biologique parce que aujourd'hui, le bio se heurte à la méconnaissance et maintenant la méfiance, comme tu disais, Elsa, des consommateurs. Et c'est pour ça qu'a été lancé par l'agence bio déjà depuis l'année dernière. Et puis, il y a eu plus d'argent mis dedans cette année, la campagne Bioréflexe. Donc juste l'agence bio, un petit mot pour vous sachiez qui est cet acteur. C'est un groupement d'intérêt public qui est en charge du développement, de la promotion et de la structuration de l'agriculture bio. Elle rassemble au sein de son conseil d'administration à la fois les ministères de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique et aussi des professionnels, dont les chambres d'agriculture, la FNAB et d'autres acteurs des interprofessions. Donc c'est la deuxième édition de la campagne. C'est à la fois une campagne qui a lieu sur la radio, la presse, les réseaux sociaux et qui a été lancée le 23 septembre à Brest par le Conseil régional de Bretagne parce que la Bretagne et aussi l'Occitanie sont deux régions qui se sont positionnées et qui ont qui soutiennent actuellement, parce qu'elle est en cours, la diffusion de cette campagne. L'objectif, c'est d'avoir un discours positif et porteur sur la bio, de soutenir les agriculteurs et les agricultrices qui sont engagés dans ce label, et puis de faire connaître, ça reprend un petit peu les impacts positifs et les garanties que permet la bio, à la fois en termes de gains de biodiversité, de préservation de la qualité de l'eau, en termes d'emploi aussi, puisque ça représente de très nombreux emplois sur le territoire. Donc, nous, on est vraiment content qu'il y ait un message des pouvoirs publics vers les consommateurs. Il était temps, c'est un label national, c'est un marché économique, mais c'est aussi un label national et nous, on pense un label d'intérêt général. Donc, chacun à son niveau, que ce soit des acteurs économiques, des filières, mais aussi les collectivités, peuvent être relais de cette campagne. Et on incite les collectivités locales et les opérateurs économiques et tous les acteurs à s'en emparer pour les relayer. Il y a mon collègue Quentin qui va vous mettre le lien pour les kits de communication qu'on peut télécharger sur le site de l'agence bio. En Ille-et-Vilaine, on a Rennes Métropole qui s'engage aussi à relayer cette campagne de son côté. Donc plus on est, plus elle aura de répercussions. Et on sait que pour atteindre le consommateur, il faut avoir tous les canaux possibles ouverts pour que l'information
puisse arriver jusqu'à lui et qu'il la prenne en compte. Vous pouvez aussi aller plus loin et communiquer d'autres façons auprès des citoyens sur votre territoire. Je pense notamment à mettre en place des ateliers auprès des citoyens. Ça peut être le jeu des labels, justement, pour comprendre et aider les citoyens, les consommateurs à décrypter tous ces labels et à être plus informés sur ces sujets-là. Pardon. Ça peut être l'organisation de fermes ouvertes bio pour faire comprendre les pratiques de l'agriculture biologique au maximum de personnes sur son territoire et puis déconstruire aussi des idées reçues qu'on peut avoir. Donc voilà, on vous incite fortement à relayer cette campagne ou à avoir des actions dans ce sens pour nous aider à redévelopper la demande sur la bio. Ça, c'était la première partie. Est-ce que Elsa, tu veux rajouter Est-ce que tu as des infos supplémentaires sur la campagne Bioréflexe? Voilà. Vu que c'est plutôt... Euh, eh bien, non, non. En tout cas, il y a effectivement tout un kit qui a été diffusé par la région, par le conseil régional. Ben, est-ce que Quentin, j'imagine que tu as voilà déployé. Donc, on a la chance d'avoir des supports qui sont un peu adaptés avec quelques chiffres bretons, hein, parce que normalement cette campagne est nationale, mais comme le disait Anne, il y a une déclinaison régionale. Donc voilà, faut y aller, faut s'en saisir, faut que, enfin voilà, faut que tout le monde au maximum la relaie. Voilà, on a cette opportunité-là. L'an dernier, cette campagne avait été testée à l'échelle nationale pour une première année et elle avait eu plutôt des bons résultats d'après voilà, les analyses qu'ils font là pour mesurer l'impact d'une campagne. C'est pourquoi là, elle a été reconduite. Il y a eu déjà eu une opération nationale au printemps, reconduite là depuis septembre. Et là, on est sur une phase de 3 semaines spécifique à la région Bretagne. Donc voilà, on verra. Mais en effet, pour nous, c'est un levier stratégique, la communication auprès du grand public, comme on l'a vu, dans un contexte où le consommateur est un peu perdu, avec toutes les informations, enfin voilà, sur les différents labels concurrents, etc. Donc, alors qu'il est toujours intéressé par les fameux marqueurs de la bio sur la santé, l'environnement, etc. Donc, voilà, c'est l'objectif de cette campagne de recommuniquer sur ces marqueurs-là. Et deuxième levier d'action, c'est de soutenir les fermes locales en agriculture biologique. À très court terme, il y a quand même des situations qui sont compliquées pour beaucoup de fermes, notamment sur des filières qui sont plus impactées que d'autres. Je pense au porc, à la volaille de chair, notamment, et puis bientôt, je pense aussi grande culture aussi qui va avoir des difficultés. Donc il y a un programme d'aide d'urgence quand même au niveau national et régional qui a été mis en place. Donc un premier plan d'urgence au printemps de 10 millions d'euros mis en place. Sur le 35, ça a permis, il y a 35 dossiers qui ont été déposés, 35 fermes bio. Donc c'était 11% des demandes, donc ça reste peu par rapport au nombre de dossiers déposés. Et puis c'était sur des critères de trésorerie qui n'étaient pas forcément adaptés à la réalité et aux difficultés des fermes. Et il y a un deuxième plan d'urgence qui a été mis en place, enfin qui là vient de se terminer au 29 septembre, de 60 millions d'euros. Donc là, les critères ont évolué un petit peu pour mieux prendre en compte la réalité sur des attestations comptables type excédent brut d'exploitation et trésorerie. Mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de fermes qui n'ont pas pu répondre, qui n'ont pas pu être dans les critères d'éligibilité. Tout simplement, par exemple, la trésorerie. On peut avoir, si on ne se paye plus, on peut continuer à avoir une bonne trésorerie, mais on est quand même en difficulté. Et là, on n'a pas les chiffres encore ni au niveau national ni au niveau local du nombre de dossiers qui ont été déposés et qui seront retenus. J'ai discuté avec mon collègue là qui suit ça, David Roy, qui me disait, je pense que on a pas plus d'une ferme sur deux, voire une ferme sur trois, qui aura pu
obtenir le soutien qu'elles nécessitaient en tout cas pour celles qui sont en difficulté. Donc, ça laisse pas présager des bonnes choses pour la suite pour certaines d'entre elles, en tout cas, si ces dispositifs d'aide d'urgence ne sont pas amplifiés. Voilà pour le niveau national, régional. Je cite aussi, il y a une aide au niveau du département d'Ille-et-Vilaine, mais alors là, qui n'est pas sur le bio spécifiquement, qui est sur les circuits courts, qui est de 105 000 euros pour aider à la prise en charge des cotisations sociales. Après, c'est sûr que ça va pouvoir aider certaines fermes en bio en circuit court. Et comme il y a majoritairement bio et circuit court, ça rime ensemble. Ça pourrait être aussi orienté vers ces fermes-là. En termes de levier, alors à court terme, je redis le fait qu'il va y avoir des fermes qui sont en difficulté. Nous, on le voit très clairement parce qu'on accompagne des agriculteurs en difficulté et là, les demandes ont augmenté très clairement depuis l'année dernière. On a multiplié par 3 ou par 4 les sollicitations qu'on avait euh, sur le territoire pour des accompagnements. Alors, c'est pas que lié à la crise, mais en tout cas, et c'est un facteur, c'est une somme de facteurs. Euh, mais pour certaines d'entre elles, oui, c'est clairement lié à des fermetures de débouchés ou une crise au niveau de la filière. Et puis, il y a un autre facteur qu'on identifie de plus en plus, c'est un peu l'usure et un moral dégradé. Je pense notamment à quelques fermes autour de nous qui, suite au Covid, tous les consommateurs venaient vers eux. Voilà, c'était très positif et très porteur. Et puis, sorti du Covid et les consommateurs les lâchent et ça impacte le moral et l'envie de continuer, en fait. L'envie de faire des efforts et de continuer alors qu'ils ne sont pas forcément des rémunérations à la hauteur. Là, je pense à certains maraîchers en particulier. Donc, au niveau d'une collectivité, bah, déjà, ça peut être d'être un relais pour identifier ces fermes et de les diriger vers des acteurs de l'accompagnement. Donc, nous, on le fait, mais il y a aussi Solidarité Paysan sur des difficultés économiques, la Chambre d'agriculture qui a la cellule Réagir et la MSA. Il y a tout un écosystème d'accompagnement pour ces fermes-là. Et bah, éventuellement d'aller soutenir des accompagnements de ces fermes en difficulté. Premier levier. Deuxième levier, eh ben, on revient sur la demande. C'est comment on développe des débouchés pour des produits biolocaux et en particulier pour une collectivité grâce à la commande publique de la restauration collective. Les 20% en bio, on n'y est pas du tout dans toutes les cantines d'Ille-et-Vilaine, je pense notamment. Et puis, il faut que ces 20% en bio soient à minimum du bio local et on peut aller plus loin. On a l'offre sur le territoire, une offre diversifiée. On a des groupements de producteurs bio qui peuvent répondre à ça, notamment la SIC Manger Bio 35 pour le livrer. Et on a des collectivités qui arrivent à atteindre bien plus que la loi Egalim. Je pense au département d'Ille-et-Vilaine qui vient de prendre l'engagement de tendre vers 50% de bio et local pour tous les collèges à l'horizon 2028. Mais il y a plein d'autres exemples que vous pouvez aller voir, notamment sur le site Ma Cantine, où beaucoup de cantines ont rentré leurs indicateurs et qui sont déjà bien avancés sur ces sujets-là. Après, on sait que le contexte de l'inflation au niveau des collectivités, bah, c'est quelque chose qui revient souvent sur les moyens d'augmenter les coûts des matières alimentaires au niveau de la cantine. Donc, nous, ce qu'on rappelle toujours, c'est que souvent, la matière euh, la, les- la matière première, c'est un quart du repas globalement. Et puis, on a la chance, là, c'est nouveau, enfin, c'est nouveau, c'est pas nouveau, mais ça a changé un petit peu, d'avoir quand même le programme Lait et fruits à l'école qui s'est mis en place et qui est la seule aide actuellement qui existe pour se faire rembourser une partie de ses produits et ses achats en produits SICO, donc signe officiel de qualité, dont la bio fait partie. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était un programme assez fastidieux à mettre en place, mais il a été très simplifié ces dernières années. Et là, dans les accompagnements qu'on fait, c'est un vrai levier là pour augmenter la part de bio
dans l'alimentation et maîtriser son budget. J'ai demandé, juste pour vous donner une idée, là, sur 200 repas, si vous servez un fruit bio et un yaourt bio qui est remboursé par cette aide France Agrimaire, ça vous permet de récupérer 750 euros en fin de trimestre. Et donc, ça permet de pouvoir acheter à côté, par exemple, des saucisses en bio local pour pouvoir en mettre à la cantine. Bon, voilà. Je finis pour la pub, mais en tout cas, comme on sait que c'est un frein très fort, eh ben, il ne faudrait pas hésiter à regarder ça de plus près. Développer des débouchés, donc grâce à la commande publique, de la restauration collective, et aussi grâce à la visibilité qu'on peut donner sur un territoire aux produits des agriculteurs qui sont en agriculture biologique du territoire. Et pour ça, il y a les cartes, il y a ce que vous pouvez faire au niveau des mairies, du recensement, de la communication sur les magazines communautaires ou communaux. Euh, je vous propose aussi la carte que nous, une carte interactive des producteurs bio qui s'appelle Bon Plan Bio, qui est vraiment bien complète sur tous les points de vente que vous pouvez trouver autour de chez vous, que ce soit de la vente directe, mais aussi des AMAP, des magasins de producteurs, des magasins spécialisés, où on peut retrouver des produits bio des producteurs du territoire. Excusez-moi. Et puis, dernier levier, mais ça, il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour en parler, c'est comment on peut aider financièrement sur le moyen et long terme les fermes bio et à la fois l'installation et la transmission en bio, notamment par exemple en mettant une surprime à l'installation en agriculture biologique. Des collectivités le font déjà, mais il y a des choses à faire il y a des choses à faire dans ce sens-là, et pour ça, je vous inviterai à revenir vers nous pour voir ce qu'on peut faire ensemble et ce qu'on peut imaginer sur le territoire. Voilà pour quelques exemples de leviers qu'on voulait mettre en avant par rapport à la situation. On va prendre quelques questions, je pense, ou quelques réactions. J'ai pas suivi les échanges. Peut-être que Quentin ou Elsa, vous avez Oui, vu passer des choses. on a une question de Nicole Giraud de Redon Agglomération sur les fermes soutenues pour le premier plan d'urgence et donc le nombre, si tu as, Anne, ces chiffres, et le nombre de dossiers déposés en Ille-et-Vilaine. Alors, je voudrais quand même être sûre de mon chiffre que j'ai récupéré auprès de mon collègue, mais moi, je m'étais noté. Alors moi, je les ai sinon. Ah bah, merci, Elsa. Et j'ai même, Anne, tu disais qu'on n'avait pas encore les chiffres Ah, si sur le tu les as. deuxième, et là, on les a, ils sont tout chaud communiqués par la DRAF cette semaine. Alors, sur la première aide, là, les 10 millions d'euros qui étaient avant l'été, il y a eu 1282 dossiers déposés à l'échelle Bretagne, 154 retenus par l'État. C'est vous dire hein, l'insuffisance, ça montre hein, l'insuffisance de l'aide qui était octroyée. Et on a eu la possibilité, le conseil régional, pour le coup, a complété en reprenant et en finançant entièrement des aides pour les dossiers de JA qui n'avaient pas été sélectionnés dans les 154 dossiers pris en charge par l'État. Et en Ille-et-Vilaine, il y avait 353 dossiers déposés. Il y en a 35 qui ont été retenus par l'État et 62 par le conseil régional, donc pour des jeunes installés. Ça, c'était sur le premier. Et sur le deuxième, alors c'est un peu moins détaillé parce que, comme disait Anne, ça s'est bouclé, les dépôts se sont bouclés au 29 septembre. Donc, ce qu'on a juste là, c'est le nombre de dossiers qui ont été déposés. À l'échelle régionale, il y en a eu 409, dont 81 en Ille-et-Vilaine. Voilà. Et on ne sait pas comment, enfin voilà, pour l'instant, ils ne sont pas instruits, donc on ne sait pas combien seront retenus. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'à l'échelle nationale, il y avait une enveloppe de 60 millions, il y a plus de 90 millions de demandes d'aide. Donc, il va y avoir
Bon, il y a des dossiers sans doute déposés qui ne seront pas éligibles parce qu'il y a peut-être des critères qui ne seront pas bien respectés. Et en tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une proratisation du coup avec tous les dossiers éligibles. Et ben, du coup, ils seront tous proratisés à la baisse pour rentrer dans l'enveloppe des 60 millions. Mais pour nous, c'est un indicateur de plus pour dire que le soutien est insuffisant. Et voilà, pour information, notre réseau est déjà en train de solliciter le ministère de l'Agriculture pour prévoir un troisième plan d'urgence pour 2024. Ok. Merci Elsa. Quentin, est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, il y avait une réaction aussi, enfin, une confirmation de Julie Actual sur la mise en place par le département d'Ille-et-Vilaine d'une aide à destination des fermes circuits courts en partenariat avec la MSA, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Anne. Ouais, qu'on a relayé auprès des agriculteurs bio en Ille-et-Vilaine. Donc, voilà. Tout à fait. Et une dernière intervention de Gérald Huette sur l'illustration. Donc, il a mis juste en dessous, présentant un niveau de surproduction du lait bio, avec l'alerte que même un respect de l'application, enfin, une application de la loi Egalim ne suffira pas à résorber selon les chiffres actuels, les projections actuelles. Oui, bah, la loi Egalim, elle ne peut pas tout, effectivement. C'est à la fois un débouché important et intéressant. Je pense qu'Elsa, tu avais remis le pourcentage du marché que pouvait représenter la restauration hors domicile, et en particulier la restauration collective. Euh, mais c'est aussi un signal, on pense aussi que c'est un signal très fort quand les pouvoirs publics et les collectivités prennent ces engagements sur la restauration collective. Ça envoie un signal fort pour les enfants, leurs familles, les habitants sur l'agriculture biologique. Il y a On peut rappeler aussi deux qu'on a le niveaux. droit d'aller au-delà des 20% Tout à en fait, restauration collective. bien sûr. Et c'est possible, hein, je rappelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... on peut prendre d'autres questions ou même des réactions s'il y a des gens qui veulent intervenir, même en levant la main et en prenant la parole par rapport à ce constat. N'hésitez pas. Tout semble clair. Bah, s'il y a un tout petit S'il y a une petite information, si on a 5 minutes pour une information Oui. supplémentaire, pour un peu d'actualité dont vous entendrez parler et qui suscite notre inquiétude, hein. Là, on vous a montré à quel point la situation était difficile pour les producteurs et qu'il va falloir vraiment mettre au maximum de soutien pour qu'ils tiennent le coup et qu'ils passent ce cap. Vous avez entendu parler de l'insuffisance des financements pour les mesures agro-environnementales et climatiques, là, les fameuses MEC, où il y a énormément, enfin, il y a plus de demandes que de budget alloué pour cette première année de programmation. Donc, c'est quand même des dispositifs sur lesquels les producteurs bio émargent beaucoup parce que voilà, ça permet de soutenir leurs pratiques qui sont vertueuses d'un point de vue environnemental et c'est bien le but des MAEC. Donc là, probablement, on ne sait pas encore comment ça va se boucler, mais probablement qu'ils seront pénalisés. Donc voilà, ce n'est pas tranché, mais il y a des mobilisations actuellement, enfin beaucoup de discussions avec les services de l'État qui ont la main là-dessus mais les collectivités cofinancent, mais en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas encore bien comment ça va se passer et nous, on sollicite en tout cas une priorisation des dossiers bio dans ce cadre, en disant, enfin voilà, partant du principe que c'est eux qui ont les pratiques les plus vertueuses d'un point de vue de l'environnement, donc ils ont une légitimité à avoir ces aides-là, et en plus ils sont en difficulté avec des plans de soutien inadaptés, donc insuffisants. Et l'autre information vraiment très récente, hein, c'est que maintenant on sait aussi que sur le premier pilier de la PAC, dans le cadre de l'éco-régime, qui est le nouveau paiement vert de la nouvelle PAC, là, eh bien, le montant de l'enveloppe allouée à l'éco-régime par l'État français va être insuffisant
étant donné qu'ils ont ouvert différents niveaux d'aide, dont le niveau 3 pour les bio, le plus important. Mais il y avait 2 niveaux avant le niveau bio, un niveau de base et un niveau HVE. Et en fait, le niveau de demande de dossiers déposés au mois de mai sur cet éco-régime est tellement important que l'enveloppe éco-régime française est insuffisante et que tout le monde, du coup, a priori, il y a des chances que tout le monde soit priorisé, ce qui fait que les bio vont aussi se faire pénaliser de ce côté-là en n'ayant pas les 110 euros par hectare prévus, mais probablement plutôt 90, 91 euros. Et tout ça parce que voilà, l'éco-régime, et c'est un rapport de l'INRAE qui le dit, tel qu'il a été conçu dans ce nouveau PSN, il permet à 99% des agriculteurs français d'y avoir accès sans changer de pratique, sans modifier la moindre pratique. Résultat, il y a eu un afflux de demandes et du coup, maintenant, il n'y a pas assez d'argent pour payer tous les dossiers, donc on rabote tout le monde et les premiers à en pâtir, ce sont les bio qui ont demandé l'éco-régime numéro 3 pour leur niveau de pratique en bio. Voilà, nouveau Merci. sujet, c'est toute l'actualité, mais nouveau sujet de combat pour nous. Et voilà, en vue de soutenir les producteurs bio en place. Merci Elsa. Il y a Julie Potier de Bioconsommateur qui voulait prendre la parole pour réagir, Ouais, pour poser bonjour une tout le question. monde. En fait, moi, quand j'ai appris le budget qui est attribué à la campagne de com de l'agence bio de 5 millions, ça m'a énormément choquée. Parce que je me dis que ça ne peut pas entièrement reposer sur la conso. Parce que c'est un peu l'erreur qui a été faite. C'est très libéral de se dire que c'est l'offre et la demande. Et on ne peut pas compter que sur la consommation. Et il y a ça d'un côté, hein. Mais avant tout, je pense aux paysans bio, quoi. Aujourd'hui, on est dans une crise. Il faut aider surtout les paysans. Je me suis dit, on aurait pu, enfin, depuis le temps qu'on attend de l'argent, pourquoi ils mettent 5 millions à l'agence bio pour une campagne de com et pourquoi ils ne mettent pas plus de budget sur les aides aux paysans? Enfin, moi, ça m'a extrêmement choquée. Je ne sais pas si je suis la seule ou si. C'est pour ça que j'hésite vraiment de notre côté à relayer la campagne Bioréflexe parce que j'ai suivi déjà aussi le revirement de. Moi, je suis directrice de l'ASSO depuis 2017. J'ai vu le moment où l'agence bio a passé de la bio à le bio. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui voient ce moment où ça veut tout dire aussi sur le positionnement de l'agence bio, quoi. Merci Julie pour ton interrogation. Elsa, est-ce que tu veux réagir? Et bah, pour donner peut-être l'avis du réseau FNAP sur ce sujet, bien sûr qu'on sollicite vraiment un renforcement des aides aux producteurs. C'est l'essentiel. Il faut que les producteurs bio qui ont osé faire ce choix eh ben, soient soutenus maintenant pour voilà, qu'ils soient rémunérés pour leur pratique et qui est vertueuse et qui bénéficie à l'ensemble de la société à tous les niveaux. Maintenant, notre analyse en complémentaire, c'est que, comme on l'a vu un peu dans l'analyse qu'on a fait, hein, c'est qu'on a un manque de consommation pour faire comprendre, enfin, on avait besoin que soit réexpliqué aux consommateurs ce que c'était que la bio, enfin voilà, quels sont les fondamentaux de la bio. On a un déficit de confiance qui a été repéré, voilà, et du flou pour les consommateurs bio. Donc, nous, le réseau FNAP a plutôt poussé pour cette campagne pour qu'elle ait lieu et on aimerait même que les interprofessions conventionnelles qui ont des budgets qui proviennent des cotisations des producteurs bio qui devraient servir à renforcer cette communication vers la bio, eh ben on plaide pour que ces interprofessions-là affectent du budget pour que cette campagne puisse être encore plus forte et être encore plus financée pour être déployée encore plus largement. Mais Merci. c'est pas en opposition, quoi. C'est les deux et l'aide aux producteurs, bien sûr, un incontournable. Merci Elsa. Je donne le dernier. Il y a Pascal Verdier qui souhaitait intervenir. Je lui ai donné la parole et puis après on s'arrêtera. On a voulu faire un webinaire assez court, donc on passera à la conclusion.
Pascal, est-ce que tu voulais prendre la parole? Je te laisse Oui, allumer. merci Anne. Je vais surtout confirmer ce que vient de dire Elsa. Effectivement, il faut soutenir les producteurs et c'est les budgets des fonds de soutien qui sont largement insuffisants. Enfin, j'avais indiqué dans le chat que en comparaison, l'année dernière, le soutien aux producteurs avicoles tout confondu, pas que les bio et surtout les conventionnels, pour la grippe aviaire, ça avait été plus de 3 milliards. Donc là, quand on voit 60 millions en face, ou 70 millions, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Et bien que je sois tout à fait d'accord qu'il faille renforcer ce soutien, c'est pas en prenant sur le budget de la communication de la bio qu'il faut le faire. Cette campagne Bioréflexe, mais aussi d'autres qui peuvent être conduites par des collectivités ou autres, c'est hyper important parce que on ne soutiendra pas même si c'est pas parler de libéralisme, de parler d'offres et de demandes. Il n'y aura pas une production bio qui va se développer sans qu'une consommation bio se développe. Les agriculteurs ont aussi besoin de sentir le soutien des consommateurs, des mangeurs. Et donc, je redis ce qu'Elsa disait, oui, il faut à la fois communiquer et soutenir les producteurs. Merci. Merci Pascal. On va s'arrêter là. Je vais laisser mon collègue Quentin conclure. Oui, merci déjà à Elsa et à Anne pour vos interventions et toutes les informations que vous avez pu transmettre. Merci aux participants et aux participantes pour leurs contributions, leurs questions qui ont pu enrichir ce webinaire. Je vous propose pour terminer une petite animation qui va arrêter le partage d'écran. Donc Anne, voilà, je te préviens. Où vous allez pouvoir remettre un petit peu vos réactions par rapport à ce webinaire et éventuellement aussi vos pistes d'action. Donc, il devrait se charger. Vous devez le voir maintenant à l'écran, c'est ça. Donc, vous pouvez interagir avec la barre qui est à gauche pour laisser votre commentaire et ensuite, en fonction des cases, voilà, soit mettez ce que vous avez retenu, ce qui vous a interpellé, et à droite, les actions que, selon vous, il faudrait mettre en place pour dépasser cette crise du bio. Donc voilà, une première intervention, un premier commentaire qui nous remercie. Effectivement, un point qui peut être peut-être fait assez régulièrement pour suivre l'état du bio sans forcément que ce soit en période de crise, mais aussi un chat plus Oui, je pense que ça en serait, enfin, continuité sur le département, ça peut être effectivement pertinent. c'est ce qu'on se dit de plus en plus là, qu'il faudrait avoir des lieux on croise à la fois plein d'acteurs différents, hein, ce développement de la bio, enfin cette situation au fur et à mesure. Et C'est intéressant effectivement. le temps que les commentaires, et je vois qu'il y a une question aussi, arrivent, je me permets de rappeler qu'il y a deux autres webinaires qui auront lieu le 10 novembre sur la transmission et le 24 novembre sur la biodiversité, le lien avec l'agriculture et les actions pouvant être mises en place par les collectivités. Et que sur cette thématique de la crise, il ne faut pas non plus hésiter à nous recontacter Oui, si besoin. On tout à pourra fait. toujours répondre à vos questions et alimenter aussi nos réponses avec des liens comme on a pu commencer à le faire via le chat. Alors, j'essaie de lire la question. Est-ce qu'il y a des partages sur ce thème entre structures du réseau bio? On fait des choses par département et région, mais entre régions, est-ce qu'il y a voilà, des partages et des échanges sur, j'imagine, les chiffres, les actions? Peut-être Anne ou Bah, Elsa.
On va prendre s'il y a des voilà, s'il y a encore des questions à ce moment-là, on les prendra et puis Ouais, je pense qu'on répondra au fur et à mesure. Je vois qu'on est déjà au bout de notre temps, ok. donc voilà, s'il y a encore quelques On prendra les questions, je pense questions et on ouais, prendra on reprendra un rappel. en direct. Euh, voilà, les gens nous quittent au fur et à mesure, donc c'est très bien. Peut-être rappeler Quentin sur le replay, parce qu'en fait, on avait Oui, quand même 60, là, on a été 30, il y avait 60, 60 inscrits, 68 ouais. inscrits. Peut-être Donc, il y a 70, des ouais, gens ouais. qui avaient envie d'avoir le replay, je pense, et tant mieux, Mhm. parce que on Donc, va tout le à mettre à fait. disposition dès que possible, hein, pour vos collègues et pour les autres participants qui n'ont pas pu être là. Et ce Voilà, sera on va donc se sur quitter notre là-dessus. chaîne YouTube. Merci pour vos commentaires, et puis on va pouvoir se quitter maintenant.